Je m'appelle Rémi, j'ai 32 ans. Je suis assis sur un morceau de carlingue, le souffle court. Le froid matinal s'insinue dans mes os, mais je ne peux pas bouger. Je viens de m'extraire des décombres d'un Boeing qui s'est écrasé en pleine campagne, à l'aube. Tout autour, des volutes de fumée s'élèvent, mélange de plastique fondu et de carburant. À mes pieds, des morceaux d'ailes déchiquetés, des bagages éventrés, des sièges à demi calcinés. Rien ne me destinait à finir dans ce paysage de métal tordu. Hier encore, j'étais en costume cravate, concentré sur des chiffres et des contrats. Hier, tout semblait normal. J'étais à l'hôtel, envoyant des emails jusqu'à tard dans la nuit. Ma femme, Claire, m'avait appelé juste avant que je ne quitte la salle de conférence. Rentre plus tôt, Rémi. Nathan veut te voir avant de dormir. Mais non. J'avais choisi ce vol tardif, pensant gagner du temps pour une autre réunion. Maintenant, je suis ici, assis dans ce chaos. Si seulement j'avais écouté. Mes choix me hantent, chaque détail de la veille me revient en mémoire comme des flashs accablants. Nathan et Claire. Ils sont tous à quoi je pense. Mon fils, 5 ans, plein de vie, qui courait toujours vers moi avec ses dessins. Et Claire, si patiente, supportant mes absences. Sont-ils déjà au courant? Ont-ils vu les nouvelles? Mon estomac se noue à l'idée qu'ils puissent croire que je suis mort. Cette pensée me donne un regain d'énergie. Je serre les dents, je dois m'en sortir, pour eux. Ma jambe droite me lance une douleur insupportable. Une entaille profonde saigne à travers mon pantalon déchiré. Chaque mouvement est une torture, mais je dois continuer. À une dizaine de mètres, des flammes dévorent l'avant de l'avion. Le feu se propage rapidement, alimenté par le carburant qui fuit. J'entends des cris, des appels à l'aide. Les flammes approchent des réservoirs. Dois-je fuir pour ma propre survie ou essayer d'aider les autres? Mon esprit vacille entre panique et volonté d'agir. Chaque respiration est un effort, chaque pas une épreuve. J'ai peur, mais cette peur est éclipsée par un sentiment plus fort, l'urgence. Je me parle tout bas, comme pour étouffer mes pensées. Tiens bon, Rémi. Claire t'attend, Nathan t'attend. Mon cœur bat à tout rompre. Ce n'est pas le moment de céder. Je distingue une femme coincée sous un siège. Elle pleure, ses larmes traçant des sillons sur un visage couvert de suie. Je rampe jusqu'à elle, ignorant la douleur dans ma jambe. Je vais vous sortir de là, tenez bon. Je tire, pousse, jusqu'à libérer son pied coincé. Elle s'accroche à moi, tremblante. Plus loin, un homme hurle. Partez d'ici, ça va exploser. Je le sais, mais je ne peux pas encore partir. Je revois une scène qui m'a marqué enfant, un accident de voiture, avec des victimes emprisonnées dans un véhicule en flammes. J'avais été incapable d'agir, figé par la peur. Cette même peur me rattrape aujourd'hui, mais je refuse de la laisser gagner. Pas cette fois. Je dois faire quelque chose, pour eux, pour moi. Je rassemble tout mon courage. J'éteins un début d'incendie avec un extincteur trouvé sous un siège. La chaleur est insoutenable, mais je ne cède pas. Je crée un chemin vers l'extérieur, hurlant aux survivants de me suivre. Je sais que chaque seconde compte. Je réunis les survivants proches, une femme blessée, un homme hagard, un steward en état de choc. On doit évacuer, suivez-moi, écartez-vous des flammes. Mon ton est ferme, mais mon corps tremble de douleur. Chaque pas est une lutte, mais je refuse de m'arrêter. Vincent, le steward, murmure qu'il cherche un téléphone pour appeler les secours. Pas de réseau, dit-il en secouant la tête. Il redoute que l'avion ait dévié de sa trajectoire, nous laissant isolés. Ces paroles ajoutent à mon angoisse. Combien de temps avant qu'on nous retrouve? Il semble que les étapes 11 à 24 n'ont pas été encore ajoutées dans le document. Je vais les développer et les intégrer. Voici les ajouts, je vois des débris tomber autour de moi. Un morceau de fuselage, rongé par les flammes, s'effondre à quelques centimètres de ma tête. Un passager, coincé sous une poutrelle en feu, hurle à l'aide. Je me précipite vers lui, mais le feu est trop intense. Malgré mes efforts, je ne peux le libérer. Il meurt sous mes yeux. Je suis figé un instant, envahi par un mélange de culpabilité et de rage impuissante. Vincent, le steward, m'approche et murmure qu'il a entendu un message de détresse avant le crash. Selon lui, il pourrait s'agir d'un problème moteur connu ou même d'un sabotage. L'idée que ce crash n'était peut-être pas un simple accident me glace. Mais je n'ai pas le luxe de m'y attarder, les flammes progressent. Je sens monter en moi un sentiment de trahison.
Comment une compagnie aérienne a-t-elle pu laisser un avion voler dans ces conditions? Vincent me promet que si nous survivons, il témoignera. Cette promesse me donne un but, survivre, non seulement pour ma famille, mais aussi pour faire éclater la vérité. Je réalise que rester près de l'épave est une folie. On doit s'éloigner, tout de suite, dis-je aux autres. Je désigne un champ à environ 200 mètres, loin des fumées toxiques. Nous nous y dirigeons en titubant, chaque pas marqué par la douleur et l'épuisement. Dans le champ, je m'agenouille près de Céline, la femme que j'ai aidée plus tôt. Elle est blessée à l'épaule, mais elle tient bon. Vincent me donne un morceau de tissu pour bander ma jambe. Nous échangeons des regards, un mélange de gratitude et de détermination. Les flashs de l'accident de voiture de mon enfance me reviennent. Je revois les flammes, les cris, mon immobilité. Mais aujourd'hui, je suis différent. Je serre les poings et me promets que plus jamais la peur ne m'immobilisera. Un hélicoptère survole la zone, mais il ne s'arrête pas. Vincent pense qu'il appartient à la compagnie aérienne, qui pourrait tenter de couvrir ses traces. La colère gronde parmi les survivants. Sommes-nous abandonnés? Un passager, poussé par la panique, court vers l'épave pour tenter de signaler sa position à l'hélicoptère. Malgré mes cris, il ne s'arrête pas. Quelques instants plus tard, une explosion retentit. Le souffle nous projette au sol. Nous sommes recouverts de poussière et de débris, groggy. Une fois la détonation passée, je me redresse, sonné. Le passager impulsif est grièvement blessé. Nous essayons de le secourir, mais ses blessures sont trop graves. Céline et Vincent pleurent en silence. Le poids des pertes nous écrase. Je prends conscience de ma transformation. Hier encore, je n'étais qu'un passager anonyme. Aujourd'hui, je me bats pour sauver des vies. Cette expérience me change à jamais, m'enseignant la solidarité et la résilience. Vincent montre une photo qu'il a prise avant l'explosion, un détail du moteur endommagé. C'est une preuve, dit-il. Céline veut rallier les autorités pour dénoncer la négligence de la compagnie. Moi, je promets de me battre pour que ces morts ne soient pas oubliés. Nous installons un camp de fortune. Des fermiers, alertés par l'explosion, arrivent avec de l'eau et des couvertures. Pour la première fois, un sentiment de sécurité nous envahit. Mais je sais que rien ne sera plus jamais comme avant. Avec Céline et Vincent, nous élaborons un plan. Nous témoignerons, dénoncerons, nous battrons pour la vérité. Cette tragédie doit servir à éviter d'autres drames, dis-je. Une étincelle d'espoir commence à naître. Je note ces mots dans un carnet trouvé parmi les débris. J'ai survécu à un crash, mais ma vie ne sera plus jamais la même. Je compte en faire quelque chose de meilleur. Je range le carnet, regarde mes compagnons. Ensemble, nous avançons vers un nouvel avenir. Souhaitez-vous que ces ajouts soient directement intégrés?